Ivoirien et même si c'est gâté là on est ensemble dans la joie. Ou bien Samba yo. Même si tu n'aimes pas le lièvre, il faut reconnaître qu'il court vite. Jean-Alexis Dico, la générosité absolue. Jeff Aka, l'excellence. Quand on veut manger son chat, on l'accuse de sentir le lapin. Ou bien Samba yo. Et bien ça, Makouloubaï. Samba yo. Makouloubaï. Jusqu'à ça, Makouloubaï. Et bien ça, Koulou. Samba yo. Mangaï. Samba yo. C'est vrai, ça faut que je vous demande d'applaudir très fort. Le docteur Bouga Sako fait partie donc de ces cadres ivoiriens qui, à la faveur donc de la crise ivoirienne, ont dû quitter le pays pour aller chercher refuge ailleurs. Il est en Europe, il nous rend visite et aujourd'hui nous avons demandé au docteur de venir certainement discuter un peu avec vous, échanger avec vous, vous dire exactement ce qu'il pense de la situation socio-politique en Côte d'Ivoire, parce qu'en réalité, la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Et c'est le moment où nous devons certainement engager les vrais débats. Et le docteur Bouga est là, et avec lui, nous allons apprendre, nous allons l'écouter, puisqu'il était présent à Abidjan, et il savait ce qui s'est passé. Docteur Bouga, avec votre permission, je vous permets seulement de vous présenter à vos compatriotes, et aussi nous dire exactement ce que vous pensez de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous asseoir là. Non, là-bas est mieux ou bien? Je peux me mettre devant, il n'y a pas de souci. Okay. Mesdames, Messieurs, je vous demande encore d'applaudir très fort le docteur. Et juste avant de commencer, nous enregistrons donc l'arrivée de l'honorable M. David Camara, député à l'Assemblée nationale de la diaspora de Guinée. Je vous demande de l'applaudir très fort. Et avec et il est accompagné donc de M. Chérif Aïdara. Il est donc à Washington. Bonsoir Chérif, merci d'être là. Je voudrais remercier le compatriote qui me fait l'honneur de me passer la parole. Vous avez constaté que je parlais un peu avec lui en aparté, parce que je suis un des invités. Et en réalité, celui qui nous invite n'est pas encore là. Et j'étais un peu embêté. Donc c'est pour cela que j'ai changé un peu avec lui, parce que c'est vrai que je suis invité d'honneur. Je voudrais, s'il avait été là, je devais commencer par m'acquitter de ce devoir-là, en remerciant le frère et l'ami, le compatriote Kouadio Konan Bertin, qui me fait l'amitié de m'inviter à cette séance d'échange avec les compatriotes. Je suis heureux d'être là. Nous nous sommes ratés de peu en Allemagne, à Berlin. Il était passé juste un peu avant moi et on n'a pas pu échanger. Nous nous sommes retrouvés également le samedi dernier à New York, le soir, lorsque la communauté ivoirienne de New York célébrait un événement. Et j'arrivais, nous nous sommes juste vus à la sortie. Il a souhaité que je sois à sa conférence du dimanche, mais je n'ai pas pu participer parce que j'étais basé à Philadelphia et mes tuteurs devaient me ramener le même soir. Donc je ne pouvais pas rester le dimanche avec lui. Et donc aujourd'hui, c'est tout un plaisir de venir à ses côtés, parler à nos compatriotes. Le frère qui m'a introduit a souhaité que je me présente.
et que je dise un mot sur la situation sociopolitique de notre pays. Et donc, je vais m'acquitter de ce devoir-là, d'abord en me présentant, ensuite en décrivant ce qui constitue le fondement de mes convictions dans la situation qui prévaut, et enfin en vous disant, mais très franchement, selon ma vérité, ce qui se trame dans notre pays, le danger que nous courons tous, quels que soient les partis politiques auxquels nous appartenons tous. Mais il est bon en introduction de dire que ce qui nous unit ce soir-là, ce n'est pas vraiment Kakabé, ce n'est pas vraiment Dr Boga, c'est notre pays. Je le dis, et je pense que mes compatriotes avec qui je partage la parole, que ce soit ici ou dans les médias, au pays, même au plus fort de la crise, ou même après, à travers toutes les conférences que je fais en Europe. Je suis arrivé aux États-Unis, ça fait la deuxième fois en l'espace de 4 mois à peu près. Je l'ai dit, je crois que c'était à Hawaï-Oura, que Laurent Gbagbo est mortel. Il va passer. M. Ouattara est mortel. Il va passer. On n'avait pas imaginé, mais Oufou était mortel. Il est passé. Mais notre pays, c'est le bien précieux. Mais pour ce pays-là, chers amis, si M. Ouattara et ses rebelles, et même la communauté internationale, n'a pas réussi à nous exterminer tous, le dernier d'entre nous qui doit rester, doit se battre pour ce pays-là. Car la crise aujourd'hui nous a montré qu'on avait un grand pays. Mais la crise nous montre qu'on a un beau pays. Mais en réalité, on n'avait pas pris conscience de la valeur de ce pays-là. C'est pour cela que parfois, quand je finis de gloser, de parler, je dis peut-être que la crise a quelque chose de bien aussi. Parce que ça nous amène à aimer notre pays. Vous êtes ici. J'ai eu la chance de voyager. Je suis allé en Israël 2 fois, à côté de ce pays. Mais voici des pays comme les États-Unis, mais qui... Et en 2008, quand je suis venu ici, on nous a fait un cours sur les États-Unis, le fonctionnement, la démocratie. Et le professeur d'université, un collègue, parce que je suis professeur à l'université, enseignant-chercheur à l'université de Bouaké, je suis spécialiste de la littérature occidentale française. Et en 1994, j'ai eu le besoin de militer pour les droits de l'homme. Parce qu'à l'époque, quand nous étions débutants à l'université, la FECI avait des problèmes, elle venait d'être dissoute à l'époque par le président Oufouette, et puis après, donc il y avait des remous, et pourtant les problèmes étaient réels. Surtout nous qui... Je fais partie de la première promotion des étudiants de l'université de Bouaké. Et c'est après avoir fini mes études que j'ai commencé à enseigner à l'université de Bouaké. Et on avait de réels problèmes, il n'y avait pas d'enseignants, donc il fallait revendiquer. Et j'ai éprouvé le besoin de militer pour les droits de l'homme. C'est comme ça que je suis allé. C'était d'abord Amnesty International, mais ils ont un système qui ne m'arrange pas trop, qui n'arrange pas beaucoup, parce que Amnesty International, quand vous êtes d'un pays, vous ne pouvez pas trop vous impliquer dans les affaires du pays. Et donc, je cherchais une structure, c'est la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, qui s'est ouverte à moi, et j'ai milité à la Ligue pendant 10 ans. J'ai été le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme à Bouaké. Donc le professeur Martin Bleou, d'abord sous le professeur Bleou Martin, non, Denis Segui, que j'ai eu hier au téléphone, et puis après Martin Bleou. Donc, c'est après la LIDO, APDH, et puis j'ai atterri à la Commission nationale des droits de l'homme qui m'envoie ici en mission. Vous voyez, j'ai fait le tour, mais je suis retombé sur la mission aux États-Unis. Et aux États-Unis, le professeur, donc le collègue qui nous faisait le cours sur la Constitution, mais je regarde l'émotion dans ses yeux. Il parle de la Constitution comme le prêtre me parle de la Bible, comme le pasteur me parle de la Bible, comme l'imam me parle du Coran. C'est que ces nations-là ont grandi dans le temps et elles sont arrivées à un niveau où leurs constitutions sont le socle de leur nation. Une nation, chacun peut parler, mais il y a un élément sur lequel nous tous on s'assied. C'est la Constitution qui devient la valeur centrale d'un pays.
Et donc, je vous rappelle ces choses-là parce qu'on apprend toujours. On découvre toujours. Un professeur à l'université, il continue parce qu'il y a des grades. On n'est jamais... Le mot savant, en réalité, docteur en latin, vient du latin qui veut dire doctus, un latin doctus qui veut dire savant. Mais en réalité, qui est savant si c'était? Tu n'es savant que dans ton domaine. Mais le savant des savants, c'est Dieu. Tu ne peux pas être savant puisque tu es dans les lettres. Est-ce que tu peux savoir ce qui se passe en médecine? Tu peux pas savoir ce qui se passe de l'autre côté. On est trop petit. Donc on apprend toujours, on découvre toujours cette danse-là. Comme il y a des Ivoiriens qui dansent aujourd'hui, après les événements de 2010, et quelques années plus tard, ils vont se rendre compte qu'ils ont eu tort de danser. Car il y a des morts pour lesquels il ne faut pas danser. Le foyer KKB n'est pas encore arrivé, mais je vous parle parce que je ne sais pas tricher. Si on m'a dit parle un peu en attendant qu'il n'arrive, bon, je parle. Donc je vous parle très franchement. La constitution actuelle, les Ivoiriens, il y a eu un coup d'État, les militaires sont arrivés, ils ont dissous l'Assemblée nationale, ils ont suspendu la constitution, et puis ils ont décidé que nous mettions ensemble une deuxième constitution. Heureusement, comme ils étaient des militaires, ils se sont laissés un peu influencer par la société civile. Et nous nous sommes tous regroupés dans les instances pour que nous puissions bâtir cette constitution. J'en parle parce que, comparé à la première constitution, celle-là, elle a un peu plus de valeur, parce qu'elle a été acquise à la base d'un référendum. Les 23 et 24 juillet 2000. Et les Ivoiriens ont voté. Donc aujourd'hui, elle n'est pas parfaite. Quelle œuvre humaine peut être parfaite? On améliore, toujours. Mais c'est la constitution que le peuple ivoirien s'est donnée à partir d'un référendum. Près de 86%. Voilà le texte fondamental de notre pays qui a fixé les bases. Et dans cette présentation de ma personne, je termine par là pour dire que, comme à Boaké, où j'étais donc président de la LIDO, j'ai été désigné le président de la COSUR présidentielle pour assister à la prestation de serment du président de la République. À la sortie de l'audience et de la cérémonie, les journalistes m'ont demandé, mais docteur Boga, vous êtes un acteur de la société civile, on vous connaît et tout cela. Dans le pays, deux personnalités te proclament président. Et puis vous êtes venu au palais présidentiel. L'autre était à l'hôtel du Golfe. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous voyez la logique de ce que j'ai présenté dans le premier point, vous allez comprendre. J'ai dit à ces journalistes-là, dans mon pays, il n'y a pas deux républiques. Il n'y a pas deux présidents. Il n'y a qu'un seul président. Parce que c'est celui-là qui a été proclamé dans une décision du Conseil constitutionnel le 3 décembre 2010. Vainqueur de l'élection et puis président de la République. Et ce 4 décembre-là, il est venu prêter serment. Et après, je continue maintenant l'analyse. Pour vous, mais je l'ai déjà fait dans les journaux. Je l'ai déjà fait à la télévision. Et je dis ceci. Lorsque je suis croyant et que je vais à l'église, moi je ne discute pas avec le prêtre. Il est le représentant, si vous voulez, de Dieu. Mais c'est comme ça que les choses se passent. C'est ça la religion. La religion, c'est que tu rentres dans le moule et puis religieusement, tu suis les principes. Lorsque je suis dans une république, c'est les lois du pays qui s'imposent. Dans mon pays, il se trouve qu'il y a un article 64 du code électoral qui dit que lorsque vous faites une élection présidentielle et qu'il y a des fraudes et qu'il y a des irrégularités, le Conseil constitutionnel, il annule le scrutin. L'article 64, code électoral, actuellement, il n'y a pas de débat là-dessus. Le Conseil constitutionnel de mon pays n'a pas annulé l'élection. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé des votes dans le Nord. Et en enlevant ces votes-là, il a fait un calcul et il a proclamé le vainqueur de l'élection. Je suis un acteur de la société civile. Je peux dire, le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit. Il se trouve que dans la Constitution, on a un article 98. Et cet article 98 de notre Constitution, c'est le même article dans la Constitution française, c'est l'article 62, qui dit que quand le Conseil constitutionnel a dit, c'est terminé. On ne peut plus rien faire. Article 98. Et moi-même, à la télévision, j'ai rigolé, j'ai caricaturé en disant, même s'il a menti, c'est-à-dire que j'extrapole, même s'il a menti, mais quand il a dit, c'est dit. Et je sais que dans ce pays où nous nous trouvons, c'était en 2000,
où il y a eu des problèmes entre un certain Al Gore et Bush. Il fallait recompter. Et la Cour suprême est venue, de façon suprême. Elle a dit le débat est clos. Et c'était clos. Donc, mesdames et messieurs, moi, dans une république, je ne fais pas les calculs. Et j'ai même dit à des amis, parce qu'on a des amis partout, j'ai des amis qui étaient au RDR, et puis il y en a aussi au PDC qui m'ont dit, mais docteur Thomas, tu as bien vu que l'article 64 a été violé et tout cela, bon, qu'est-ce que... Et puis quand même, tu soutiens, j'ai dit oui, il y a l'article 98, mais plus. C'est que dans la période là, l'autre camp, qui a été déclaré donc vaincu, ne nous n'a pas donné le choix. Parce qu'en même temps que le Conseil constitutionnel n'a pas respecté l'article 64 et qu'il a proclamé M. Laurent Gbagbo vainqueur avec 51% et puis président de la République a prêté serment, dans le même temps aussi, l'autre, plutôt que de revendiquer, vous allez me dire, mais comment? Mais plutôt que de réclamer et de dire, je ne suis pas d'accord, lui aussi, il s'est fait investir sur la base de ce qu'il est reconnu vainqueur par la communauté internationale. Alors le juriste fait bien de me dire, mais docteur, vous savez, pas le juriste, par le journaliste fait bien, mais docteur, vous savez que la certification a été validée par tous les camps, etc., etc. Je lui dis, monsieur, avant de venir m'asseoir devant vous ici, j'ai fait toutes les recherches sur la certification. Et le texte de la certification, le voilà. Lisez-le. La certification dit que les institutions du pays sont souveraines. L'avis du Conseil constitutionnel, enfin pardon, du certificateur, n'est que une vérification de la valeur de l'élection au point de vue démocratique. Est-ce que cette élection-là, le président qui sort de là, il est capable d'être dit un président valable démocratiquement? Le texte est là. C'est la résolution des Nations Unies, la 1672. Les choses existent. Bref, j'en suis venu à la conclusion que les deux étaient pipés, tout était ficelé, et même au pire des cas, je vais terminer par là, sur cette question de conviction. Je lui ai supposé que le Conseil constitutionnel ait fait du faux. Très bien. Mais alors, entre les deux, sur la base de quoi vous soutenez un, et puis vous jetez l'autre. Et puis, vous ne le jetez pas, vous le combattez. Et puis, vous tentez même de l'assassiner. Et puis, tous ces partisans, vous les bâillonnez. Dans le même pays, les deux se disent ivoiriens. Donc, les deux veulent nous gouverner. L'autre, vous dites qu'il n'a pas gagné. Mais sur la base de quoi l'autre a-t-il gagné? Et dans le livre que j'ai écrit en 2007, non, en 2010, non pas 2010, excusez-moi, en 2012, qui est sorti donc en Italie, je dis, la guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu, c'est le titre du livre. Je dis, mais même si la communauté internationale nous aimait tant, si elle était soucieuse des vies humaines, parce qu'elle a sorti une résolution en 1975 en disant, nous protégeons les civils, mais si vous vouliez tant protéger les civils, dites au Conseil constitutionnel qu'il a fait du faux, et puis organisez un troisième tour. Pourquoi vous ne le faites pas? Mes frères, ce discours que je vous tiens là, ce n'est pas un discours de FPI, ce n'est pas un discours de PDCI, ce n'est pas un discours de RDR. La vie humaine n'a pas de prix. La vie humaine n'a pas de prix. Et une fois, j'ai dit à Vox Africa, à la télévision, si moi, pourquoi je savais que cette crise-là, il devait y avoir des morts et des morts, des milliers, peut-être qu'il y a longtemps que je serais parti du pays. Parce que, chers amis, on ne peut pas sacrifier un seul Ivoirien parce que quelqu'un veut être président de la République. Je condamne cela et je le condamnerai toute ma vie. Moi, je m'en fous d'être ministre. Je suis là où je suis, où Dieu m'a permis d'être. Je suis enseignant à l'université, j'ai mon petit salaire, j'ai mes enfants, ça me suffit. Mais je ne peux pas accepter que pour un Ivoirien, on tue des Ivoiriens. Pour qu'un arrive au pouvoir, on brime d'autres Ivoiriens. Et en France, j'ai été reçu au Quai d'Orsay, je leur ai dit cela. Vous défendez les droits de l'homme. Moi, j'ai fait les droits de l'homme, ça fait plus de 20 ans. Si nous respectons la vie humaine, les Africains que vous tuez là, mais ce sont des Ivoiriens, au nom de quoi? Qu'est-ce que Ouattara a et que l'autre n'a pas? Et puis comment vous convainquez les Ivoiriens que le choix que vous avez fait là, c'est le vrai? Regardez aujourd'hui, il est président pour les uns, mais je fais partie de ceux qui ne le reconnaîtront pas. Parce que je ne suis pas convaincu que c'est lui qui a gagné l'élection. Si Laurent Gbagbo n'a pas gagné, je n'ai pas la preuve que c'est lui qui a gagné. Mais j'ai un président que je suis obligé de subir. Et pire, non seulement je le subis d'un point de vue étatique, mais tous ces enfants, tous ces rebelles qui en 2002 ont éventré nos étudiantes, ont tué mes étudiantes devant moi. Ils sont là, ils règnent sur le pays. Ils sont rois dans mon pays. Ils sont en train de vous aborder le troisième point là, la situation des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, vanité des vanités.
Les postes, on veut tous être ministres. On veut tous être députés. C'est bien beau. Mais la vie humaine, elle est sacrée. En fait, mon discours, il est au-delà, je vous assure. Et ça, c'est pour ça que je prends l'avion, que je voyage. Je suis exilé. Il n'y a pas un week-end où je suis en Italie. Tous les week-ends, je voyage. Parce que mes compatriotes, on va échanger. Nous devons bâtir un nouveau pays. Nous devons bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire qui aime les postes présidentiels, ministériels, mais dont la vie d'un Ivoirien compte plus que tout. Or, souvent, j'ai pitié pour l'Afrique. Quand je vois les Français en train d'aller chercher un otage à l'autre bout du monde, quand je vois les Israéliens changer leurs prisonniers, Chalit, contre 1000 Palestiniens, je dis, oh, ils ont de la chance. Pour eux, pour un seul citoyen, le pays se mobilise. Oh, en Afrique, tous les jours, on tue. On tue. Nos dirigeants, ça ne leur dit rien. On court après les postes. On court après les titres. Des titres que nous allons laisser pour mourir demain. Laissons au moins quelque chose à l'Afrique. Laissons au moins quelque chose à l'Afrique. Et mon discours va finir par là. Qui n'aime pas la France? Moi, j'étais étudiant, j'ai vécu avec une Française pendant 5 ans. Je l'ai écrit dans mon dernier livre. Je suis noir et je n'aime pas le manioc. Pour répondre à un frère camerounais qui a écrit « Je suis noir ». Et non, lui il a écrit « Je suis noir et je n'aime pas le manioc ». Parce que je suis devenu français, je ne reconnais plus mes origines camerounaises. Je lui ai dit « Tu es perdu. Moi, je suis nègre et je suis fier d'être nègre. » Mes chers frères, mes chères sœurs, la France là, c'est celle-là qui nous a ouvert les yeux. Mais comme le disait Cheikh Hamidou Kane, dans l'aventure ambiguë, par la voix de la grande royale, cette grande dame qui a dit, l'enfant était à l'école coranique, c'est vrai, mais envoyons-le à l'école occidentale pour qu'il apprenne à vaincre sans avoir raison. Allons-y chez eux, on va apprendre aussi à vaincre sans qu'on ait raison. On est venu chez les Blancs, on apprend leur langue, vous parlez bien l'anglais, vous parlez le français. Nous-mêmes, on enseigne. Senghor avait commencé à enseigner aux petits Français la langue de chez eux. On est aussi intelligents comme eux. Regardez comment la France nous exploite aujourd'hui. Mon pays est riche. Les miens et air. Je voyage, je les vois. Ce n'est pas vous tous qui avez réussi. Ce n'est pas vous tous qui réussissez à l'étranger. Et pourtant, on est assis sur de l'or, sur du pétrole. Vous pensez que les Blancs, les Français sont tellement gentils, ils vont aller bombarder au Mali? Ils sont tellement gentils qu'ils vont aller mourir en Centrafrique? Ils sont en train de placer les armes. Ils cherchent leur marché. Et nous, on est là. On s'entre-déchire. On se bat. Donc, bref. Vous avez dû comprendre mon discours. Et le frère, il m'a... Je sais que c'est parce que le frère KKB n'est pas encore sans doute arrivé qu'il a voulu que je parle. Et peut-être qu'il n'a pas tort aussi parce que, en réalité, je suis très respectueux des principes. Et que si KKB avait été là, c'était très difficile pour moi de m'étaler de la sorte. Parce que c'est lui qui est l'invité et nous sommes... Moi, je suis invité d'honneur. En réalité, c'était pour dire 2 mots. Mais peut-être que j'ai comblé un vide. Mais je l'ai bellement comblé parce que je suis content d'avoir dit à Pierre et à Paul ce que j'ai au-dedans de moi. Je pense que nous nous battons trop pour des choses futiles. Je pense que nous nous battons trop pour des choses inutiles. Et les miens et les nôtres meurent chaque jour. J'ai écouté tout à l'heure la sœur qui travaille dans la société civile. Moi, je suis fier d'être un acteur de la société civile. Moi, je suis fier. Et ça ne me diminue pas. Et on lui a donné un prix. Et dans mon pays, j'ai été décoré aussi pour ce que je fais. Et mon pays m'a reconnu un peu ma valeur pour dire, bon, viens, on va te mettre à la commission des droits de l'homme comme un expert. C'est-à-dire que de la société civile, non, ce n'est pas toujours qu'on doit nous mettre au-dessus. Là où tu te trouves, là, tu peux servir ton pays et puis tu peux être fier. Moi, ma conclusion, c'est que on va finir de se battre. Hein. RHDP, FPI, tuons-lui là, faisons cela. Mais demain, l'histoire va nous juger. Et en tout cas, en ce qui me concerne, ne comptez pas sur moi pour croiser les bras quand je regarde Laurent Gbagbo à La Haye. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter que Blé Goudé soit à La Haye. Et que Soro Guillaume soit au Parlement de Côte d'Ivoire. Je ne peux pas l'accepter. C'est-à-dire que je rêve, je dors, mais je ne respire pas. Parce que je ne peux pas le concevoir. Et souvenez-vous, j'étais à la télévision devant Awa Oura, je disais, même M. Ouattara est à l'hôtel du Golfe. Je ne peux pas accepter qu'un Ivoirien aille bombarder l'hôtel du Golfe. Je ne peux pas l'accepter. Entre Ivoiriens, on peut trouver des solutions. Quelle nation n'a pas connu des crises? Mais quand tu déportes ton frère, parfois c'est difficile à rattraper. Il y a des erreurs politiques qu'on ne commet pas dans la vie. Parce que c'est fait. Chers frères, le temps va passer. Les règnes des uns vont passer. Mais après. Et je termine toujours par ceci. J'interpelle toujours mes compatriotes. Je le fais en Europe, ici aussi je vais le faire. Si nous voulons écouter nos rancœurs,
Si nous voulons écouter l'Occident, après Ouattara, on va se bouffer. Or, il nous faut sauver l'essentiel. Il faudrait que cette crise-là nous serve pour que nous, Ivoiriens, nous rebondissions, pour épater le monde entier, pour leur dire, vous voulez que nous nous déchirions? Nous sommes reconstruits, nous nous sommes réconciliés. Je vous remercie. Je voudrais remercier les frères et la sœur qui ont posé des questions, qui sont venus poser des questions. On voit très bien que, en fait, que je parle avec passion ou avec de l'émotion, en réalité, ce n'est que ma vérité. Parce que vous, tous qui êtes là, vous avez votre vérité. Et ce sont nos vérités ensemble qui font la vérité. Car il n'y a qu'une vérité, c'est Dieu. Le frère a posé une question, finalement, qu'est-ce qu'on appelle crime contre l'humanité? Puisque c'est l'élément pour lequel on a envoyé le président Laurent Gbagbo à La Haye. Vous savez, quand le statut de Rome a été adopté, le statut de Rome, c'est le texte qui crée la Cour pénale internationale. Au début, en tant que société civile, nous sommes tous des militants de ce texte-là. Car, quel est le contexte? Dans les années 80, à peu près, on a remarqué en Afrique que on avait des présidents dictateurs. Et ils ont l'armée, et ils ont la police, et ils ont la gendarmerie, ils ont les forces étatiques. Ils sont dictateurs, et en même temps ils ont les forces. Le peuple, mais plutôt la population, n'a plus de moyens de recours. Donc c'est comme si nous sommes dans un cercle, dans une maison, le chef de la maison, il a les armes, et puis il nous exerce une dictature, et puis on est à l'intérieur. C'est comme ça, dans le pays. Et donc, heureusement, au nom de ce que les droits de l'homme sont universels, c'est-à-dire que les droits de l'homme, c'est les mêmes aux États-Unis, ce sont les mêmes en France, au Japon, en Chine. Donc, au nom de ce qu'il y a cette uniformité-là, depuis la grande déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, après quand l'ONU est née en 1945, ils ont adopté, après avoir fait du gâchis à Nagasaki et à Hiroshima, quand l'humanité a vu qu'elle était allée trop loin, elle a fabriqué des instruments qui font disparaître les hommes, ils se sont assis et puis ils ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. À partir de là, la question des droits de l'homme est devenue un peu universelle. Donc on peut être dans notre petit pays, Côte d'Ivoire, mais au nom des droits de l'homme, on peut interpeller l'ONU, on peut interpeller la CEDEAO, on peut interpeller ailleurs pour nous venir au secours, parce que nous, peuple, on est brimé par un monsieur qui tue, et puis il n'y a rien, on ne peut rien faire. Même si on se soulève, il va nous écraser. Donc voilà un peu l'esprit qui a mobilisé la communauté mondiale à se dire, il faut qu'on crée une juridiction plus forte, acceptée par tous les États, de sorte que s'il y a des dictateurs contre qui les peuples ne peuvent plus rien, le Conseil de sécurité peut nous aider pour qu'on puisse, par exemple, trouver une formule et que ce monsieur-là réponde des actes qu'il a posés. Surtout si à l'intérieur, dans le pays, au nom de cette dictature-là, la justice elle-même, elle est bâillonnée, elle est sous les ordres, etc. Mais aujourd'hui, on est même pas allé plus loin. La plupart des États, certains États africains ont ratifié le texte. La Côte d'Ivoire ne l'avait pas encore ratifié, jusqu'à récemment, avec M. Ouattara, qui a vite fait de ratifier le texte, le traité sur la CPI. Des États comme les États-Unis n'ont pas ratifié. Ils n'ont pas reconnu. La Chine n'a pas ratifié. Donc il y a des États qui se disent, eux, pourquoi moi, mon citoyen, pourquoi vous voulez le juger? Déjà même à l'origine, voilà comment certains États ont répondu. Du coup, cette justice-là, elle devient boiteuse, elle devient difficile. Maintenant, c'est sur la question des crimes contre l'humanité. Et c'est dans les éléments pour lesquels on vous amène à la Cour pénale internationale, on a décrit un élément comme crime contre l'humanité. C'est-à-dire que lorsque un dirigeant opère des massacres, mais des massacres qui vont au-delà de l'entendement humain, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, mais c'est une masse de personnes. Donc d'abord par l'ampleur des crimes qui sont commis,
et puis par la nature des crimes aussi qui sont commis. Excusez-moi, mais supposons qu'un dictateur vienne, un président vient là, et puis il sert, il donne les autres, et puis on égorge les gens. Tac, 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 tac. Ça devient un crime contre l'humanité, parce que l'humanité est sacrée. L'humanité se dit qu'on a évolué, on est civilisé. Sinon, nous sommes tous des animaux, excusez-moi de dire ça comme ça, mais nous sommes des animaux pensants. Nous sommes des animaux élevés, civilisés. Comment on peut être civilisé et puis faire anéantir Nagasaki, et puis anéantir Hiroshima, et puis détruire tout un village? Donc la question même du génocide rentre aussi parmi les crimes contre l'humanité. Le crime de génocide, c'est comme vous décidez d'exterminer toute une région. Rien qu'une minorité, par exemple, rien que parce que vous avez l'intention, vous ne voulez plus les voir. Voyez? Donc, ce qu'il y a en dessous de votre question des crimes contre l'humanité, en réalité, c'est ce que j'ai appelé dans mon livre là, La guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu, c'est ce que j'ai appelé l'instrumentalisation des droits de l'homme. En réalité, mesdames et messieurs, la communauté internationale instrumentalise les droits de l'homme. Elle les utilise quand ça l'arrange, elle les banalise quand ça les dérange. Voilà le fond du problème. Et je me souviens très bien, un peu avant la crise de 2010 dans notre pays, j'étais invité au plateau de 20h à la télévision ivoirienne et je devais parler du président, je crois que c'est de la Tunisie, aidez-moi, je suis un peu fatigué, parce que Ben Ali, parce que je fais tout à l'heure une interview encore, je suis un peu fatigué, mais Ben Ali, qui est maintenant en exil, non? Je crois qu'il a dû fuir, il est quelque part. Voilà, tout à fait. Alors, M. Chirac, parlant de Ben Ali, il disait, ah oui, vous savez, Ben Ali, c'est un bon président, vous savez, il respecte les droits de l'homme évoluent bien dans son pays, le droit à l'éducation, et tout ça. À la télévision ivoirienne, enfin, ils ont fait passer l'élément. Ils ont fait passer cet élément-là au moment où son peuple s'était soulevé pour jeter Ben Ali dehors. Vous voyez, j'ai vu un président français encenser un président africain, et puis quelque temps après, soutenir le printemps arabe. C'est-à-dire en mettant en soutien le soulèvement qui s'est produit dans le pays. Ça me fait réfléchir. On me dit, je connais aussi des diplomates avec qui j'ai échangé. Oui, mais le président Gbagbo, il avait déjà fait 10 ans, c'était assez et tout ça. Je dis, regardez au Burkina, ça fait combien d'années? Allons-y au Cameroun, ça fait combien d'années? Pourquoi vous estimez-vous que Kadhafi a trop duré? Et puis moi, pour m'amuser avec lui, je disais, mais la reine d'Angleterre, là, ça fait environ plus de 40, 45 ans et tout ça. Il dit, oui, mais elle n'est que reine. Il dit, non, mais elle règne tout le Commonwealth. Et ça coûte des milliards à l'Angleterre. Donc arrêtez de nous donner des leçons. Arrêtez de nous donner les leçons. En matière de droits de l'homme, je ne crois pas que l'Afrique ait vraiment des leçons à recevoir de l'Occident. Car l'Occident lui-même viole aussi les droits de l'homme. Je me trouve au pays où il existe Guantanamo. Quand tu as Guantanamo dans ton pays, et que à Guantanamo, on martyrise les êtres humains pour leur faire avouer d'avoir fait des choses qu'ils n'ont pas commises, je me dis, je n'ai pas de leçons à recevoir de toi. Quand tu prends ton drone, et que tu l'envoies en Afghanistan, et que tu ne demandes pas de visa, tu ne contrôles rien, c'est-à-dire que tu rentres dans un pays souverain, et puis tu tues quelqu'un dans une famille, et puis toi, tu reviens. C'est ça les droits de l'homme? Donc, je réponds à votre question pour dire que la communauté internationale instrumentalise les droits de l'homme. Lorsqu'elle veut vous éjecter, elle va commencer son processus. Et souvent, parce que j'ai travaillé dans les droits de l'homme, je suis très bien placé. Mes partenaires, Amnesty International, Human Rights Watch, tout ça, on se connaît tous. À Côte d'Ivoire, pour avoir fait la LIDO, après j'ai fait l'APDH, après je suis à la Commission nationale des droits de l'homme. Et même il y a une parenthèse, c'est que j'ai été collaborateur du ministre de l'Intérieur. Il s'appelait Martin Bléou. Donc ça m'a permis même de travailler très bien avec l'ONUCI, la division des droits de l'homme. Lorsque vous avez travaillé avec tous ces gens-là, vous voyez un peu comment fonctionnent les droits de l'homme. Lorsque on veut vous abattre, on va commencer le réseau. Les ONG vont commencer à partir. On va commencer à sortir des dossiers. Un tel va en parler, l'autre va en parler. Et puis après ça commence. Et puis on amplifie. C'est-à-dire on prépare l'opinion. C'est un dictateur. Mais qui décrit? Qui a les critères des dictateurs? Qui a les critères? Kadhafi, en 2007, il a été reçu à l'Élysée, sur tapis rouge. Kadhafi. Il est venu en Italie. On lui a donné le droit d'installer sa tente. Avec ses femmes, ses gars du corps. Là. Il faisait la belle vie. Parce qu'il leur donnait tous les moyens. 2 ans après, il est devenu dictateur. Il faut l'abattre. Et Berlusconi récemment disait en Italie, où je suis,
On a été trompé par la France sur le cas de Kadhafi. Et pourtant, il est déjà mort. Vous voyez, la communauté internationale, c'est vrai que c'est une nébuleuse. Mais maintenant, elle a ses principes, elle a ses stratégies. Elle vous taxe de violateur des droits de l'homme, tantôt, et puis voilà. Et même, je disais, quelque part, au cours d'une conférence ici, mais normalement, si vous voulez parler des droits de l'homme, de Laurent Gbagbo à aujourd'hui, mais même regardez encore, aujourd'hui, quand je regarde ce qui s'est passé à Diokwe, je ne sais pas si la communauté internationale, parce que c'est pas moi qui ai dit qu'il y a eu plus de 1000 morts à Diokwe Carrefour. C'est la Croix-Rouge, qui est une institution internationale. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a encore parlé de qui est l'auteur de ces crimes. Qui sont les criminels qui ont tué à Diokwe? Ce ne sont pas quand même les FDS qui ont tué à Diokwe. Et c'est pour cela que je suis allé à Genève pour déposer une plainte. Parce qu'il faut savoir que toute cette crise-là, nous allons passer. Mais demain, le bilan viendra. Hein? Celui qui pense que nous sommes tellement éternels, qu'ils vont rester éternellement au pouvoir, il se trompe. Parce que la vie, elle est trop compliquée. Et puis, il y a tellement d'imprévus. Tu peux danser aujourd'hui, régner. Et puis demain, tu peux être un piètre individu. C'est pour cela que pendant ton règne, il faut penser à demain. Et puis, il faut gouverner bien. Chers frères, j'ai fait ce tour-là parce que les droits de l'homme, je suis dedans, mais je sais qu'il y a trop de machiavélisme, il y a trop de manipulation, trop de calcul là-dedans. Et que les Occidentaux, surtout, ils les mettent en avant quand ils veulent frapper. Ils l'ont fait pour Bachar el-Assad, en Syrie. Mais comme il était soutenu par la Russie, ils n'ont pas bougé. Aujourd'hui, là, ce sont les djihadistes, maintenant qu'ils veulent attaquer. Et j'ai exprimé le paradoxe de l'Occident. Vous soutenez les rebelles, comme vous l'avez fait en Libye. Parce qu'il y avait le CNT, le Conseil national de transition. En réalité, ce sont des rebelles qui se sont soulevés contre le régime. Vous avez soutenu les rebelles dans mon pays. Bon. Au Mali, vous les combattez. En Syrie, vous les soutenez parce qu'en Syrie, là, ils ont été armés. Il y a un paradoxe. On ne sait même plus vers où on va. On enseigne des principes de démocratie. Des gens se lèvent, ils prennent des armes, ils attaquent la République. Vous ne venez pas les condamner. Vous les soutenez. Et puis après, on ne sait plus, c'est un micmac, mais c'est un imbroglio qui parfois nous donne des cauchemars. C'est pour cela que je n'aime pas cette question des droits de l'homme, même si moi je la prône, parce qu'en Afrique, on tue trop facilement. En Afrique, on meurt pour de l'eau potable. On n'a pas d'électricité, alors qu'on est riche. C'est ça, en fait, les droits de l'homme. Quand un pays est tranquille, au plan politique, on peut pousser le gouvernement. C'est ce que j'ai toujours fait. Pousser le gouvernement à créer des ponts d'eau, de l'eau potable, mettre les enfants à l'école. Écoutez, le président Oufouette a fait sa part. Mais s'il avait vraiment mis les moyens, aujourd'hui, on aurait tous assurance maladie. On est un pays riche. On a les moyens. Si on construit la plus grande basilique du monde, c'est qu'on peut le faire. On aurait pu le faire. Et il n'a pas fait. Mais on va compter sur ses successeurs pour le faire. Ils ne le font pas. Ils vont entretenir des rébellions, massacrer des Ivoiriens. On va perdre du temps. On va perdre du temps, perdre des années. Et puis on va rester là en train de faire des guerres. Bref, votre question en appelle une réflexion, donc j'ai réfléchi. Donc les crimes contre l'humanité, tout ça, voilà. Et puis j'ai été à La Haye, bon, j'ai assisté un peu aux audiences. Ce qu'on reproche au président Laurent Gbagbo, c'est même ridicule. En réalité, ils sont en difficulté. C'est-à-dire qu'il est gênant, il faut qu'on le condamne parce qu'ils n'ont pas réussi à le tuer après les bombardements. C'est très difficile. Même juridiquement, voilà, on dit qu'il est co-auteur indirect. Il est co-auteur et puis indirect. Et puis maintenant, les 3 ou 4 chefs d'accusation, la marche du 16 décembre, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on l'accuse de quelque chose, mais matériellement, il est difficile de trouver sa signature dedans. C'est compliqué. C'est pour cela que moi, quand j'ai fait ma déclaration, j'estime que ce n'est qu'une prise d'otage simplement pour permettre à pour permettre un peu la gouvernance d'aller de l'avant. Je finis les questions. Oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà un peu. Bon, maintenant, alors la sœur qui est intervenue, en réalité, elle a mis l'accent sur la question de l'analphabétisme. Je partage cela, cette analyse-là. C'est-à-dire que la plupart des petites questions avec lesquelles vous m'avez bombardé se résument en fait, éduquons le peuple, pour lui permettre de prendre conscience. Et c'est pour cela que, quand je m'appuie sur cette réflexion qui est juste, c'est vrai que je suis... En fait, c'est pas que j'ai été... Au moment où on élaborait les textes de la Constitution, je n'étais pas là. J'ai été là au moment où on l'adoptait. Mais quand même, c'est vrai que le peuple qui ne sait pas trop grand-chose
tout le débat s'était focalisé sur le « et », la conjonction de coordination « et » ou. Alors, est-ce que tu es « et », est-ce que tu es « ou ». Donc, les gens ont fini de parlementer et tout cela, et puis le texte a été voté. Mais vous savez très bien, quand je parle de cette question-là, ce qui me fait mal, c'est l'hypocrisie des politiques. Car, en réalité, eux tous ont demandé à voter oui. Eux tous. Même M. Alassane Ouattara. Et à Bouaké, dans mes bureaux de vote, quand je faisais le tour, j'ai attrapé des militants de son parti. Je dis, non, il faut coucher non. Mais le président du parti a dit votez oui. Que lui n'a pas de problème avec l'article ancien. Moi, les faits sont têtus. L'histoire de notre pays, là, on ne peut plus la tronquer. Elle sera là. Et chacun va être rattrapé par les erreurs qu'il a commises. Je l'ai dit à des amis, je crois que c'est à l'émission là. Je disais, quand s'agissant du président Gbagbo, quand le coup d'État a eu lieu en 99, vous savez, il y a des coups d'État qui favorisent la démocratie. Un démocrate ne devait pas dire ça. Ça, c'est dit que dans la vie, là, les erreurs que tu commets, ça te rattrape. Et ça va rattraper les uns et les autres. Tous ceux qui ont soutenu la rébellion de Côte d'Ivoire, ils seront comptables de tous les crimes que les rebelles ont commis. Crucifiez Laurent Gbagbo, mais vous serez comptables devant l'histoire de tout ce que les rebelles ont commis comme crime. Parce que dans notre pays, on connaît les criminels. On connaît les criminels. Vous pensez que quoi? On va compter sur la communauté internationale, on va nous condamner, les intellectuels seront dehors, Ouattara va régner. Il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Moi, je ne pleure pas mon exil. Hein. Je suis sans salaire, je suis rien du tout, mais je vis. Parce que quand je partage sur mon pays, ça me rassasie. Demain, je prends mon avion, je suis en France, je les rencontre. On bâtit une nation avec son cœur, avec ses tripes. Et puis plus tard, on est assis, on est fiers d'avoir bâti une nation. Si Oufoué ne s'était pas trimé, la Côte d'Ivoire n'allait pas être là où elle est aujourd'hui. C'est lui qui a supprimé le travail forcé. Il a fait sa part. Et ses successeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent les Ivoiriens à s'entre-déchirer. Et puis ils sont contents. Moi, je suis RHDP. Toi, tu es FPI. On vous prime. Et puis demain, quand votre tour va arriver, vous allez faire quoi? Bref, ce tour de passe-passe là, il faut qu'on l'évite. Donc les questions que la sœur a posées, moi je suis d'accord avec. Et puis, pour terminer sur votre question, elle est tellement intéressante, ça montre quoi? Ça montre que la démocratie là, c'est pas avec les armes qu'on l'impose. La démocratie c'est un processus. C'est un processus, c'est-à-dire qu'un peuple, chaque fois, il se prépare. Regardez d'où on vient, on n'a que 50 ans d'indépendance. La Révolution française date de 1789. Ça veut dire qu'il y a au moins 200 ans que ces Français-là se disent démocrates. Vous savez très bien aux États-Unis, depuis quand ils ont commencé à parler de démocratie? La déclaration d'indépendance des États-Unis, elle date de 1776. Thomas Jefferson, un des acteurs de ce texte, 1776. Donc ils ont fait leur chemin. Pourquoi vous voulez, dès qu'il y a une crise en Afrique, allons bombarder? Vous intervenez militairement, vous faites comment? Et je ne sais plus dans quel pays, je leur disais, mais regardez, quand vous lancez votre bombe de l'OTAN là, ça atterrit comment pro Gbagbo, pro Ouattara? Comment vous faites? Comment vous faites pour trier? Comment vous faites pour sélectionner? Vous détruisez notre pays pour rien. Vous détruisez notre pays. Bon, il faut que j'arrête, non? Oui, je finis par le dernier parce que sinon... Donc, on est d'accord, hein, chère sœur, je suis d'accord avec vous, mais c'est un processus, ça veut dire que ce n'est pas dans les bombes là qu'on va les bâtir. Là même, quand toi tu vas au pays, il y a tes frères qui te soupçonnent. Ah, il est avec le régime et tout ça. Dans un pays, pourquoi on n'est pas cool? Pourquoi on n'est pas cool? Un président, c'est un président de tout le monde. Il y a des présidents qui veulent qu'on aille leur faire allégeance. Pourquoi vous voulez qu'on vous fasse allégeance? C'est que vous manquez la légitimité. C'est pourquoi vous vous obligez à faire l'allégeance. Un président, il est le président de tout le monde. Et puis mon frère, qui me dit, bon, oui, docteur Boga, quand je vous écoute, apparemment, les rancœurs, vous les suscitez. Et... vous savez, pourquoi je souris, c'est que à Abidjan, au moment où j'étais au ministère de l'Intérieur, à Yopougon, il y a des parents qui montent, des citoyens qui m'appellent, je viens. Et puis ils nous disent, oui, docteur, ici, là, il y a des pro-rebelles. C'est-à-dire des gens qui sont d'accord avec la rébellion. Et que quand il y a des attaques à Agban, ils dansent. Dans leur maison, là, ils dansent, c'est la fête. Et puis je les ai regardés. Et puis je vais vous dire une chose. Vous les appelez pro-rebelles. Ils dansent, ça vous fait mal, c'est vrai. Mais les rebelles eux-mêmes, là, ceux qui font la même, là, leurs patrons, là, ils sont au gouvernement. Leur grand patron, il est Premier ministre. Donc, à la limite même, ce ne sont plus les citoyens qui sont contents là, qui sont coupables. Mais c'est les vrais coupables là même. On a décidé de manger avec eux, de danser avec eux.
Pourquoi vous ne les faites rien et puis c'est entre vous, population, vous voulez vous entre-déchirer? Chers frères, moi, il ne faut pas me crucifier. Parce que ceux qui ont crucifié mon pays sont là. À la limite, tout ce que vous entendez là, c'est le cri d'un cœur. C'est le cri d'un cœur. Et moi, quand je le dis... Alors, hier, je crois à l'émission à ton émission, cher frère, je disais, mais attendez, pour que la Côte d'Ivoire se réconcilie, là, la commission des bannis n'avait pas son sens. Ouattara n'a qu'à poser. Moi, j'ai dit clairement à Toulouse, et puis je vous le répète aujourd'hui. Tout à l'heure, dans mon intervention, j'ai dit, oui, je fais partie de ceux qui le rencontrent. Ça, c'est d'un point de vue juridique, d'un point de vue, voilà, selon les principes. Parce que vous me dites, oui, le Conseil constitutionnel, il faut que je vous réponde précisément. Vous dites que le Conseil constitutionnel est revenu le 6 mai 2011, et que le même Conseil constitutionnel, pour qui, moi, je dis que ces décisions sont irréversibles et tout ça, là, je les ai respectées, il est revenu le 6 mai, et puis il a sorti une autre décision. Ça fait jurisprudence dans le monde. C'est-à-dire, en revenant le 6 mai, là, on n'a jamais vu ça. Tu peux proclamer un candidat vainqueur de l'élection président, et puis 4 mois ou 5 mois après, tu reviens. Et quand tu reviens, il faut lire la décision qu'il prononce. Il dit, au regard des morts qu'il y a eu, au regard de l'implication de la communauté internationale, vu que moi, Conseil constitutionnel, je proclame M. Ouattara président. Tu ne nous dis plus que c'est lui le vainqueur. Hein. Tu dis, tu proclames. C'est-à-dire qu'on est assis là, et puis Vaudier, il dit, cher frère, je te proclame président. Bon, moi je vais te respecter. Sur quelle base maintenant? Parce que lui, il a proclamé. Donc ça fait que la décision du 6 mai 2011, elle est discutable. Elle est discutable parce qu'elle n'a aucun fondement. Et en même temps, j'ajoute, même quand on dit que, quand la loi est dite, elle est dite là, en démocratie, il y a des actes dans la société qui font que même une décision irrévocable en droit peut être rejetée par la population. Il y a des soulèvements. Il y a un soulèvement. Le Conseil constitutionnel a parlé. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. On fait une désobéissance civile. Donc, il y a des actes qu'on peut poser. Bref. Donc, rien n'est pratiquement verrouillé. Mais je vais vous dire que moi, je ne suis pas contre la réconciliation. Et quand je l'ai dit à Toulouse, et je vous le dis ce soir, moi, je peux dire ça. Mais que le docteur Boga le dise, ou pas. Ouattara est où? Il est à la tête du pays. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour que Dr Boga arrête même de voyager? Les exilés sont là au Ghana, au Togo, des Ivoiriens. L'article 12 de notre constitution dit aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Et tu es le président de tous les Ivoiriens, tu n'es même pas président du RDR, ni du RHDP. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais rien pour cela. Les prisons sont remplies. Qu'est-ce que tu fais? À la limite, la réconciliation est entre ses mains. Il suffit de poser des actes concrets. Le lendemain, les Ivoiriens vont s'embrasser. Et moi, je vous dis, retenez bien, il n'est pas devant des caméras. Je dis, si M. Ouattara pose des actes concrets, les Ivoiriens vont s'embrasser. Ils vont dire, bon, il n'a qu'à finir. Même, on va l'accompagner. Et puis après, on va reprendre notre pays. Je vais connaître des Ivoiriens qui vont dire ça. Mais tu ne peux pas en même temps être là. Tu es à la tête du pays. Et puis tu brimes un camp. Tu brimes un camp. Tu brimes un camp. Tu brimes un camp. Un seul camp. Un seul camp. Dans la crise là, c'est un seul camp qui a tué. M. Laurent Gbagbo, on le poursuit pour à peu près 200 personnes qui ont été tuées. Et pourtant, le président Ouattara a dit qu'il y a eu 3000 morts. Regardez les paradoxes comme cela. Et c'est pour cela que je vais conclure sur ça. Si nous ne voulons pas, si nous ne sommes pas capables d'appliquer une justice équitable pour tous ceux qui ont commis des crimes dans la crise ivoirienne, s'il vous plaît, fermons la page de la voie juridique purement, et puis ouvrons la page de la justice transitionnelle, c'est-à-dire la justice par laquelle on vient, on dit ce qu'on a fait, le peuple te pardonne, et puis les Ivoiriens s'embrassent. Je ne suis pas contre l'impunité, mais si vous voulez punir, punissez tous. Or, vous ne pouvez pas. À partir du moment où vous ne pouvez pas, pourquoi vous allez traquer un seul camp? Donc moi, je ne suis pas un activiste, je ne suis pas un pyromane. Je suis un Ivoirien qui aime son pays. Et qui dit à M. Ouattara, pose des actes concrets. Moi, je suis pressé de retourner dans mon pays. Je voyais partout et je dis cela au plan, partout où je passe. Vos pays sont peut-être beaux, mais pour moi, ils ne représentent rien à côté du mien. Je vous remercie.
Alors, je vous en prie. J'ai l'occasion de dire au député Kouadio Konan-Bertin, le frère et l'ami, toute ma reconnaissance de m'avoir invité. Il a dit, je n'ai pas encore pris la parole, je suis intervenu avant qu'il ne vienne. On a bien meublé un peu le vide, mais je parle toujours avec mon cœur, donc j'ai dit ce que j'avais à dire à nos compatriotes, ce que j'avais sur le cœur. Je vais intervenir sur deux petits points. Il y a, c'est vrai, l'article 98, dont madame a parlé, mais vous avez parlé aussi des exilés. Je suis un exilé. J'ai été reconnu réfugié politique par l'État d'Italie pour 5 ans. On ne donne pas l'exil politique comme ça à quelqu'un par hasard. Et je suis sorti d'Abidjan le 10 juin 2011. Le frère Bertin disait, tu manques à l'appel. Nous sommes tous Ivoiriens. Moi, j'ai pris des positions fermes pour le respect des institutions de mon pays. Vous le savez tous. J'ai fait des débats publics et tout. Mais les rebelles ont envahi Abidjan. Il y a eu beaucoup de massacres. Et parfois, ceux qui massacraient ne font pas de tri, ne calculent pas. Et une balle est vite partie avant de citer. Mais oui, mais lui, il est... Non, c'est trop tard. Je préfère sauver ma vie. Et je vous en prie, c'est un message que j'adresse à tous les Ivoiriens. Et je suis très heureux que le frère Kakabé est à la fois un élu, en même temps qu'il est mon frère. On est de la même promotion, même génération, mais il est un élu. La question des exilés, ne plaisantez pas avec. On n'a pas plaisir à être en exil. Je vous en supplie, que vous soyez du RDR, du PDCI et de tous les bords, respectez, vous savez, on n'a pas les mêmes chances. Lui, Kakabé, tout le monde, il a été tabassé. Ce n'est pas parce qu'il est forcément courageux que ceux qui sont en exil. Non. Mais la Côte d'Ivoire doit préserver le minimum d'intellectuels qu'on a loué tout à l'heure. Beaucoup ont été massacrés. Hein. Beaucoup ont eu la vie sauve. Hein. Mais après, on fait des analyses au moment où le monsieur est déjà parti. Moi, je ne veux pas qu'on parle après que les gens soient partis. Si nous aimons notre pays, qu'est-ce qu'une rébellion fait aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les rebelles ont reculé? Même sous Ouattara, les rebelles existent. Ils sont décorés alors que le RHDP est là. On a une armée régulière, une police régulière, une gendarmerie régulière. Si l'État est normalisé, que font les rebelles dans la République? C'est ça le drame fondamental. Et puis le dire là, c'est pas aimer le RDR, ne pas aimer le RDR. Le RDR est au pouvoir, adoubé par ses frères du RHDP. Mais libérer la Côte d'Ivoire des rebelles. Les rebelles, c'était une anormalité, c'est anormal. Pourquoi vous composez avec les anormalités? Et puis vous les nommez préfets des régions, etc. Il n'y a pas de cadre dans ce pays. Qu'est-ce que les rebelles font dans notre pays? Et les dozos, vous pensez que nous n'aimons pas les dozos? C'est une culture de notre pays. Pourquoi ils font la police dans un état de droit? Voilà des questions de fond. Le dire là, ce n'est pas être quelqu'un qui est va en guerre, non. Moi j'aime mon pays et je veux que la Côte d'Ivoire soit moderne. Tel qu'on faut la laisser, tel qu'on l'a décrit, merci. Et puis chacun peut le faire. Vous me parlez de réconciliation, oui, les gens ne veulent pas retourner tout cela. Mais Ouattara, il y a un pouvoir quand même, ce qu'on appelle la volonté politique. Est-ce qu'il veut vraiment la réconciliation? Non, c'est la grande question. Est-ce qu'il veut vraiment la réconciliation? Non. Et tout à l'heure, quelqu'un disait, peut-être qu'on a envie de forcer pour qu'en 2015, rapidement, les autres soient éliminés et qu'ils s'autoproclament. Ouais. Moi, je dis, tant que je vois la manière dont M. Ouattara arrive au pouvoir, il peut durer autant de temps qu'il voudra. Mais nous, on va se mettre en retrait pour continuer notre pays après. Et si je suis venu à cette invitation, d'ailleurs j'ai dit partout, moi je suis un militant des droits de l'homme, si le RDR veut vraiment m'inviter à une conférence, je viendrai. Le frère Kakabé m'a invité, je suis là. Il m'avait invité déjà à New York. Je lui ai dit, comme je suis à Philadelphie, ceux qui m'ont invité c'est difficile, je suis là aujourd'hui. Est-ce qu'on se bouffe? On peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de points. C'est ça la démocratie. Voltaire, en définissant la démocratie, il a dit, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Voilà la démocratie. Je ne suis pas d'accord forcément, mais il faut que je me batte pour que tu puisses dire ta part de vérité aussi. Parce que tu es un homme comme moi. Quelle est cette démocratie dans laquelle on se bouffe? Aujourd'hui, là, c'est difficile avec les rebelles. On ne peut même plus dire librement ce qu'on pense. Moi, c'est pour ça que je suis venu en exil.
Parce que Laurent Gbagbo était au pouvoir là, quand il y avait les déchets toxiques. J'étais à la télévision de Côte d'Ivoire pour dire comment un gouvernement est là et puis il y a les déchets toxiques. Le gouvernement doit démissionner. Voilà la réalité. Mais si Ouattara, est-ce que je peux le faire? Même si Ouattara ne dit pas, moi je sais, est-ce que vous pensez que Soro Guillaume c'est un extraterrestre? J'ai des amis qui le rencontrent. Mon ex-compagne est allée le rencontrer afin que je ne vienne en exil. J'avais même un rendez-vous, je dis non, je ne vais pas à son rendez-vous, je m'en vais. Parce qu'il m'a dit quoi? Il dit, mais non, lui, il fait les droits de l'homme, c'est son travail. Pourquoi? Non, lui, il ne veut pas de mal. Soro l'a dit, c'est vrai. Mais le rebelle, le dozo qui est dans la rue là, tu penses que lui, il a le même discours? C'est pas toi qui parlais là sur le chef à la télévision? Tu parlais ici là, et puis après tu vas faire quoi? Non, arrêtez, soyons réalistes. Soyons réalistes. Moi, je ne suis pas en exil par plaisir. Je ne suis pas en exil par plaisir. Et je ne suis pas pressé de rentrer en Côte d'Ivoire par plaisir non plus. Il faut que le minimum de conditions soit rempli pour tous les Ivoiriens. Kakabi a de la chance parce qu'il est du PDCI, parce qu'il est député. Il a de la chance. Lida Kwasi, il a de la chance parce qu'il est au FPI. Et même s'il a été un peu maltraité à la DST, ils ne l'ont pas éliminé parce qu'au moment où on éliminait, on avait déjà dépassé cette phase-là. C'était au plus fort qu'ils ont éliminé, ou bien qu'ils auraient dû éliminer. Ceux qui n'ont pas pu éliminer, aujourd'hui c'est difficile devant le monde entier de les éliminer maintenant. Donc on compose avec eux. Non, je le dis parce que je suis un exilé, je ne suis pas fier d'être un exilé. Et c'est pas parce que, oui, je suis un combattant, moi, attendez, tu as beau être courageux, quand tu es mort, parce que le dozo a fini avec toi, tu vas faire quel combat? Tu vas faire quel combat? Merci, maître. Donc, je finis par... Maintenant, l'article 98. L'article 98, madame, je l'ai dit, ma soeur, c'est un peu... Je vous ai dit que c'est le même article 62 de la Constitution française. Ce sont des dispositions qui sont mises dans la loi fondamentale de sorte qu'un président de la République, quel qu'il soit, malgré ses pouvoirs, ne soit pas au-dessus de la Constitution. En réalité, les conseils constitutionnels, leur mission, c'est de vérifier que le président de la République, là, quand il agit, tout ce qu'il fait doit se loger dans le cadre de la Constitution. Donc le Conseil constitutionnel est là pour vérifier la constitutionnalité de tous les actes que pose le président de la République. Si le président agit, que c'est en dehors de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit pour dire, Monsieur le Président, la décision que vous avez prise, le décret tant, est en violation de la Constitution. Voilà la disposition du Conseil constitutionnel. Donc si une telle institution n'a pas un pouvoir fort, n'a pas une garantie dans la Constitution qui protège ses décisions, ce sera difficile. C'est pour ça que l'article 98 existe. Et c'est la même chose, l'article 62, l'alinéa dernier de la loi française. Donc c'est partout, c'est pas chez nous seuls. Comment aux États-Unis, la Cour suprême vient trancher une élection entre Gore et Bush? Mais ce ne sont pas des extraterrestres, c'est ce que dit la loi. Et chez eux ici, ils vénèrent la loi fondamentale. C'est vrai que dans notre processus, on a du chemin à faire. Et comme le dit, regardez ici, dans cette salle-là, c'est vrai qu'on a quelques années, mais nous sommes tous des jeunes. Moi je dis, on peut avoir des crises, mais il faut regarder devant. Quand je le dis là, parce que j'y crois, si on tue, ce sera difficile demain qu'on puisse utiliser l'autre pour avancer. Mais si on est opposé et qu'on débat dans une dialectique saine, demain là, on peut être utile. Parce que le RDR, le PDC, on est un. Nous tous, nous sommes fils de la Côte d'Ivoire, chacun a sa vision. Kakabi a sa vision, l'autre a sa vision, on est un. Mais si on a éliminé un aujourd'hui, demain, ce sera difficile de rebâtir alors que c'est un cerveau, alors qu'il est utile. Voilà notre préoccupation. Donc l'article 98, malheureusement, les lois ne sont pas respectées. Et ça, c'est un travail que nous avons à bâtir pour qu'on respecte les lois dans notre pays. Excellence, je vais m'excuser, frère, si... Bon, comme j'étais trop silencieux depuis, j'ai profité un peu. Nanywa Ali ale Nanywa Ali ale Ye nanywa le ya seji ni mo